Lina, merci pour ta présentation. Considérant que Netflix applique justement toutes ces... Est-ce que la salle entend la question? Est-ce que Oui. les gens sur Zoom entendent la question? Oui, c'est bon. D'accord. Considérant que Netflix applique ces stratégies de catégorisation et recommandation à tous ces genres, en fait, est-ce que tu as remarqué quelque chose qui faisait en sorte que la dystopie ressortait du lot plus que les autres? Oui, et j'ai pas eu le temps du coup d'en parler, donc la question tombe bien. Mais oui, effectivement, c'est que sur la dystopie, alors il y a évidemment bien d'autres programmes ou d'autres genres de programmes qui ressortent aussi sur Netflix, mais dans le cas de la dystopie, c'est qu'on a vraiment des produits d'appel. En fait, Black Mirror qui appartient à ce genre, et il est apparu que Black Mirror, c'est vraiment un produit d'appel, un produit d'offre en fait pour Netflix, puisque ça a été un succès mondial. Et si on regarde, il va être vraiment rattaché, enfin la série va vraiment être rattachée à des grappes de fiction très différentes, et de manière, enfin oui, c'est vraiment des séries. Et la création d'une tendance ensuite progressivement avec les Netflix Originals, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Netflix investit, Black Mirror est un succès. L'idée, ça va être de reproduire pour Netflix ce succès. On investit dans des créations originales. Donc, ça va être Squid Game, ça va être Alter Carbone. Et forcément, les contenus originaux sur Netflix vont être davantage mis en avant par les algorithmes de recommandation. Si on compare les 16 résultats, les premiers résultats, c'est quasi systématiquement des contenus originaux qui sont suggérés, peu importe le profil d'utilisateur. D'autres remarques, observations? En ligne également, y a-t-il des questions? Non. Oui. J'avais une question pour Marine aussi, peut-être que tu l'as dit, mais les tableaux d'analyse des 18 utilisateurs, c'est sur combien de temps que tu as fait les catégories, et aussi est-ce que tu as observé une différence dans le temps de ces catégories, comment elles changeaient? Non, alors sur les 16 utilisateurs, j'ai pas fait ça dans le temps. Alors ceux qui ont accepté de me renvoyer des vidéos un petit peu plus tard, je l'ai fait. Mais j'ai fait ça sur une semaine commune en fait à tous les utilisateurs. Et l'idée, c'était pas tant de voir l'évolution dans le temps que de voir les différentes catégories qui étaient développées autour d'une recherche commune, à savoir la dystopie. Gaëtan, vous aviez une question? Oui, mais alors du coup, pour la même personne, je me dis, je suis désolé pour les autres communications. C'est une communication intéressante parce que vous dites au début que vous trouvez de plus en plus de spectateurs qui découvrent la dystopie, et pourtant quand on regarde l'histoire artistique et l'histoire littéraire, la dystopie vraiment connaît un bond au milieu du XXe siècle, et en fait d'un coup c'est intéressant de voir cette nouvelle démocratisation de cette dystopie par un nouveau format, par un nouveau genre. Mais ça m'interroge beaucoup, c'est-à-dire que la dystopie apparaît post-crise, la Seconde Guerre mondiale, voilà, notamment dans des milieux très anticapitalistes, notamment dans des philosophies très anticapitalistes, tout ce qui est école de Francfort, école critique, est repris justement dans la philosophie négative, dans la philosophie critique, et d'un coup on se retrouve avec Netflix qui propose un contenu dystopique. Moi, la question qui m'interroge, c'est qu'est-ce que ça fait à la dystopie quand Netflix fait de la dystopie? Premièrement, c'est-à-dire comment est-ce que la dystopie perd son agentivité critique, voire révolutionnaire, quand on a pu l'utiliser? Que fait cette démocratisation de la dystopie? Parce que c'est pas le but de la dystopie à la base d'être justement fait pour tout le monde, et d'un coup on se retrouve sur un discours produit par Netflix très accessible. Et donc, est-ce qu'on ne perd pas l'essence même de l'agentivité de la dystopie? Et pourquoi Netflix, d'un coup, se retrouve à dire, tiens, on va faire de la... Enfin, vraiment, moi, c'est une question que je me pose, c'est pourquoi, d'un coup, Netflix se dit, oui, la dystopie, maintenant, allons-y. Alors, merci pour votre question qui est
très très vaste. Je vais essayer de répondre très 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 brièvement du coup pour laisser la parole aux autres. Pourquoi Netflix se met à faire de la dystopie? Parce que je pense qu'il y a un public en fait pour ce type de contenu. Moi, ce que les journalistes critiques de séries m'ont expliqué, c'est que vraiment le marqueur, c'est Black Mirror. C'est Black Mirror qui va rencontrer un succès. Alors, est-ce que la dystopie perd de son agentivité? Non. Est-ce que c'est ironique de voir des séries dystopiques, pléthore de séries dystopiques sur Netflix? Oui, mais quelque part, est-ce que c'est pas une dépolitisation de la critique par le capitalisme? L'idée, c'était justement de mener une étude de réception pour voir quelles sont les fonctions sociales de ces séries dystopiques, même si elles sont du coup destinées à un large public. Et du coup, c'est l'objet de ma thèse. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Oui, allez-y. J'ai encore une autre question. C'est une question pour Marion. En fait, vous avez conclu un peu vite sur France TV et je me demandais en fait quelles sont les différences notoires que vous avez observées entre France TV et les programmes antérieurs de la TV linéaire, c'est-à-dire KD2A. Et si l'idée de France TV que vous avez bien expliqué, qui se fond dans le reste du membre du groupe, c'est de créer un collectif jeune tout en restant fidèle à France TV. Mais est-ce qu'il y a des différences entre les programmes qu'il y avait avant sur KD2A, à part que le temps a passé et donc aussi, moi c'est vrai que quand j'ai regardé France TV /, je me suis dit tiens, il y a pas mal de diversité. Est-ce que ça fait partie de leur identité? Oui. Plateforme. En fait, il y a évidemment des changements. Déjà, c'est pas la même cible. Et j'ai passé très vite, donc j'ai pas eu le temps de le dire. La cible, même si les cibles jeunesse sont très mouvantes dans le temps et se recoupent aussi, mais France TV / s'adresse aux 18-30 ans, alors que KD2A était plus destiné aux 11-18 ans. Évidemment, les publics ne suivent pas forcément ces prescriptions, mais voilà, il y a quand même une distinction et de fait une évolution dans les sujets. Malgré tout ce qu'on retrouve sur France TV /, on a quand même des séries adolescentes qui sont moins des sitcoms, mais des séries qui sont présentées comme plus réalistes. Par exemple, il y a un sujet qui est nettement développé. Il y a deux thématiques qui sont très développées. C'est les problématiques liées au genre et à la sexualité, qui étaient peu abordées, je l'ai dit très rapidement, mais qui étaient peu abordées, ou qui étaient abordées d'une manière qui était maquillée dans les sitcoms qui étaient diffusés en journée, notamment parce que les petits frères et les petites sœurs pouvaient regarder ces programmes et donc tous les sujets n'étaient pas nécessairement appropriés. Mais là, c'est plutôt une évolution plus générale qui n'est pas nécessairement liée à la plateforme, qui aborde beaucoup aussi les thématiques qui sont relatives à la santé mentale des adolescents. C'est le cas déjà dans les séries adolescentes dans les années 90, mais c'est un sujet plus annexe, qui est traité de façon régulière, mais qui n'est pas exploré. Par exemple, sur France TV /, on va avoir des contenus fictionnels, mais aussi des pastilles très précises, donc des programmes courts, des documentaires. Voilà, on va avoir... Et donc, en fait, il y a aussi cette extension temporelle en fait, qui permet de davantage faire varier les genres, les formats et les genres de programmes. Et ça, alors ça se distingue des émissions jeunesse, mais ça ne se distingue pas tant que de la télévision généraliste, dans la mesure où France TV / se positionne, en tout cas se présente comme un média généraliste pour les jeunes. Donc il y a davantage de possibilités qui sont permises, effectivement. Et voilà. Mais, donc il y a comment on pourrait dire, une précision de certaines choses. Voilà, il y a peut-être davantage de finesse, pas en termes de valeur, hein, mais de précision dans la programmation et dans le développement des sujets.
qui est permise aussi par ce développement temporel en fait du canal qui n'était pas permis sur la télévision linéaire. Voilà. Donc il y a évidemment des différences. Oui. Ok. Bonjour, merci pour la présentation. Et moi j'ai une question pour Mme Marie Mallet concernant Netflix. Netflix maintenant apparaît comme le meilleur plateforme de fourniture de contenu à la VOD. Maintenant ma question elle est celle-ci. Combien de temps pensez-vous que Netflix peut continuer à fournir le contenu à la demande? Parce que ceux à qui il offre son contenu sont des sites qui appartiennent déjà à la télévision traditionnelle. Et les télévisions traditionnelles ont déjà cette maladie du genre, elles sont en manque de production. Donc Netflix vient peut-être en fait répondre à cette question, à cette problématique, qui est la fourniture d'offres à son public. Maintenant, Netflix donne deux genres de contenus fondamentaux, les documentaires et les films, peu importe les séries, les fictions. Mais combien de temps? Parce que la production elle-même de ces contenus, ça prend du temps. Combien de temps Netflix peut tenir face à cette problématique-là? C'est ça qui me... Wow. Je sais pas comment, je suis pas sûre de pouvoir vous répondre combien de temps, je ne sais pas. Après, quand vous dites que Netflix compense en fait finalement la production que les chaînes de télévision ne seraient pas capables de fournir à des publics déjà acquis à la télévision, c'est ça? Oui. Bah, ça déjà je suis pas sûre en fait de ça, parce que c'est vrai que enfin, moi parmi les enquêtés avec qui j'ai pu m'entretenir, c'est vrai que les publics des plateformes de vidéo à la demande ne sont pas nécessairement les publics de la télévision. Enfin, en tout cas, moi, c'était une tranche d'âge 24-34 ans. Et c'est vrai que très peu regardent les contenus, les chaînes de télévision, en fait, à part les informations et finalement des contenus plus de flow, si je dis pas de bêtises. Après, combien de temps Netflix peut tenir, je pense que je sais pas, ça va dépendre déjà de la concurrence des autres plateformes, de la manière dont les chaînes de télévision se positionnent. Voilà, on a eu l'entreprise Salto, où en France, en tout cas, on a les plateformes de télévision qui essaient de concurrencer Netflix. Et là, je parle de Netflix, mais il y a aussi Amazon, Prime Video, il y a OCS, il y a... Voilà, je pense qu'en France, on n'est pas dans une situation d'oligopole actuellement, et c'est encore un marché très instable. Donc, je ne peux pas prévoir comment ça évoluera. Vous souhaitez prendre la parole? Vous voulez... Alors, je vais peut-être... c'est une question pour... D'éclaircissement. Pardon? Question d'éclaircissement. Oui, mais parce qu'on est un peu en retard, et donc, mais je voudrais... si... J'ai une question pour Joa. Vas-y. Moi aussi. Tu veux bien? Oui, parce que je voulais poser des questions à Joa et à toi aussi, donc vas-y. Je pense que je suis encore un peu dans le décalage horaire, du coup je vois bien que tu l'as sans doute dit, et je veux bien que tu reprécises la manière dont tu travailles avec l'INA, je crois, sur ce corpus de tweets qui le recense. Je dis pas les bons mots, pardon. Et alors j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi, ce lissage du tweet qui est présenté à l'antenne. Et ça m'a fait penser je ne sais absolument plus comment ça s'appelait, ces émissions de Marc-Olivier Fogiel, tu sais, sur France 3. Quand j'étais petite, là, je trouvais ça fascinant, parce que c'était quand même une des premières émissions... On ne peut pas plaire à tout le monde, non, ouais, c'est ça. Oui, ça va être ça. Ouais. C'était les premières émissions où les téléspectateurs avaient la parole, entre guillemets, où on voyait défiler les SMS à l'époque, mais hyper... Enfin, c'était vraiment basé sur les émotions plus, quoi. Les gens balançaient comme ça. Alors là, alors même que le titre de l'émission, c'est quand même « On vous répond »,
mais on répond finalement à une question qu'on n'a pas réellement posée comme ça. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment fascinant, quoi. Ce lissage, voilà. Bref, c'est absolument pas du tout une question. Mais par contre, je veux bien que tu précises comment tu travailles avec Lina sur ce corpus. Alors là, sur cette petite étude exploratoire, j'ai travaillé toute seule avec l'outil de Lina. Donc c'était très artisanal, hein. On peut faire un document Word de tous les tweets sur une certaine période, et après je les ai mis dans Excel et j'ai codé. Enfin, c'était vraiment très artisanal, mais pour un corpus plus large, avec Ina Le Lab. Vous avez sûrement tous, ceux qui travaillent sur la télé en France ont dû entendre parler de Ina Le Lab. C'est Lina qui travaille avec de la data, c'est un nouveau service de Lina. Et en fait, on travaille à océriser de façon automatisée toutes les questions qui sont diffusées dans le JT ou dans les émissions qui Vous avez la parole. Ils vont faire tourner des ordinateurs qui vont océriser tout ça, qui vont me permettre de les avoir en format texte, sans avoir à visionner, noter, classer moi-même tout ce qui est diffusé. À ta demande, du coup ? À ma demande, ouais. Ok. Ouais, ils accompagnent les chercheurs quand on leur demande. Et donc voilà comment j'ai travaillé avec Lina, pour l'instant de façon artisanale, et maintenant ça va être plus encadré avec un ingénieur de recherche qui s'appelle Arthur Lezer. Et donc du coup, la manière dont tu étudies après ces tweets, c'est de l'analyse qualitative, ou t'envisages de les faire après tourner dans des logiciels d'analyse textuelle et statistique ? Oui, ça... Là pour l'instant j'ai fait juste des ordres de grandeur pour soulever les questions, pour voir ce qui était intéressant, pour explorer, quoi. C'était vraiment exploratoire. Mais après ce sera plus de l'analyse de contenu. Ouais. Tu m'as volé ma question. C'est pas très grave. Non, c'est absolument pas très grave. Et moi j'ai une question pour toi, Lucie. S'agissant, à moins qu'il y ait une question... Non. S'agissant justement de la question du format, est-ce que tu penses... Donc tu as expliqué que c'est une notion labile, que le format c'est un processus d'engendrement, de répétition, comme l'indique la définition de Patrin-Leclerc là, et Jeanneret. Mais dès lors, puisqu'on n'a pas de programmation sur le numérique, est-ce qu'on peut garder ce terme-là de format ? Je sais pas. Bonne question. Et à vrai dire, est-ce qu'on n'a pas de programmation ? Je pense qu'il y en a une en réalité. Quand Samuel Etienne nous invite tel jour à telle heure, tous les jours à telle heure, c'est quand même une programmation. Quand sur Culture Prime, pour avoir mené pas mal d'entretiens, je comprends que finalement c'est... déjà, il y a une convention qui dit que Radio France, France Télé doit produire 4 vidéos par semaine, Arte 2, les autres entités 2, et du coup c'est pas proposer les 4 vidéos de France Télé le lundi et donc ensuite Radio France, mais vraiment panaché avec les différentes entités. Finalement ça ressemble quand même à une programmation, non ? Oui, mais c'est pas classiquement, c'est une proposition d'une offre à un moment donné, à des rendez-vous, oui, tout à fait. Donc je pense qu'il y a quand même l'idée d'une programmation. Maintenant, est-ce qu'on doit maintenir l'idée de format ? Je ne sais pas. C'est la question que je me pose. Et d'ailleurs, je me pose la question de à quoi renvoie cette idée de format sur le web. Alors, jusque-là, je travaillais pas mal sur le format court ou sur la forme brève qui était proposée par Culture Prime. Et du coup, je ne sais plus ce que je dois travailler. Je ne sais plus comment je dois appeler ça. Est-ce que je dois appeler ça format bref comme Sylvie Perrineau l'indique ? Forme brève, pardon. Est-ce que je dois appeler ça format ? Je me pose la question. Et là, en ce moment, on travaille à Paris 2 avec l'Observatoire du podcast. Et la personne qui gère le programme tend à appeler, donc Arnaud Mercier pour ne pas le nommer, tend à appeler le podcast un média. Moi, j'ai plus tendance avec les collègues qui sont plutôt tournés sémiaux à dire on est peut-être plutôt du côté d'un format. Bon voilà, du coup, je suis en pleine... j'apporte aucune réponse, je suis juste en pleine interrogation. Non, mais je te remercie beaucoup parce qu'effectivement, dans ta réponse, c'est en t'écoutant, je me suis dit, est-ce qu'on a besoin encore de ce terme-là ? Et puis, comme tu l'as très bien indiqué, tu es déjà labile avec un périmètre définitionnel très flou. En tout cas, qui a bougé. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, format, c'est devenu pratiquement un jugement de valeur ou d'appréciation. Formaté est quelque chose qui décrédibilise le contenu. Ouais. Et en plus,
dans cette idée de reproduction d'un même format. Enfin, j'ai l'impression que quand on utilise le terme de format pour parler de dispositifs numériques, de produits numériques, d'objets numériques, je ne sais même plus comment le dire, j'ai l'impression qu'on n'est pas nécessairement dans cette idée de formatage, mais qu'on va penser une forme. Et en lisant le texte de Jeanne Ray, pour moi le format était quelque chose de moins large que la forme, et en lisant le texte de Jeanne Ray, j'ai l'impression que le format est un tout plus important qui contient les formes. Alors du coup, je suis dans une période d'instabilité mentale, de flottement à ce sujet. Je pense que, écoute, en tout cas, je vous remercie toutes les quatre pour vos communications passionnantes, aussi bien en termes de méthodologie, de cadre théorique, d'objets et de résultats proposés. Vraiment, merci beaucoup pour toutes ces réflexions que vous nous avez apportées. Et puis je pense qu'il faut qu'on aille rejoindre la clôture. Nous sommes à 5 minutes en retard, mais voilà. Merci.